bonsoir à tous. Donc, dans un premier temps, je vois que vous avez quasiment tous éteint vos micros. Merci de bien le faire. Vous pourrez poser vos questions à la fin du webinaire. Il sera temps de les rallumer. Alors donc, l'URPS Kiné Centre Val-de-Loire est ravi de vous accueillir ce soir pour le 3e webinaire. Ce soir, on va parler de consentement et d'éthique dans le soin. Donc, un premier petit slide là qui reprend un petit peu l'émission du RPS. Donc, pendant que je bavarde un petit peu, vous pouvez jeter un petit coup d'œil sur toutes les actions que nous pouvons faire auprès de vous, kinésithérapeutes. Alors ce soir, donc, nous sommes ravis d'accueillir 3 associations représentées par différentes personnes. Alors, l'espace de réflexion éthique du Centre Val-de-Loire, représenté par Mégane Ladiès. Vous êtes juriste et coordinatrice de l'EREC. Est-ce que vous voulez vous présenter un petit peu l'association ? Oui, alors je peux le présenter. Alors, pour préciser, on n'est pas vraiment une association, on est un service rattaché au CHU pour faire une présentation très très rapide de l'espace de réflexion de la région Centre Val-de-Loire. On a une mission principale qui est d'accompagner les établissements et de susciter la réflexion éthique auprès d'eux. Donc ça, c'est notre mission principale. Donc l'idée, c'est que à travers cette mission, chaque professionnel puisse avoir accès à la réflexion éthique, hein, donc que ce soit dans le milieu sanitaire, social, médico-social, ou même auprès des libéraux, hein, parce qu'il y a de plus en plus de questionnements qui se font au niveau de la prise en charge des patients au domicile. Voilà. Je dois présenter de manière très rapide les missions que l'on fait. D'accord, merci. Alors, la deuxième association que nous recevons, c'est Cap Ergo. Donc, Marie Gilbert, vous êtes cofondatrice de l'association, vous êtes ergothérapeute. Et puis, Mathilde Ernoux, qui est kinésithérapeute. Je vous laisse aussi présenter votre association. Donc, Cap Ergo a pour mission de sensibiliser et de former autour de 2 thèmes principaux, que sont l'interculturalité dans le soin et la solidarité nationale et internationale. Et nous sommes en partenariat, en étroit partenariat avec l'association Rééducateurs Solidaires, que vous avez peut-être déjà connue avant, qui s'appelait Kiné du Monde, dont on fait partie également tous les deux. Et je suis bénévole chez Kiné du Monde depuis une 20aine d'années maintenant. Du coup, Rééducateurs Solidaires, c'est une association de solidarité internationale et nationale. Depuis quelques années, on met aussi en place des actions de solidarité sur le territoire en France. Et notamment en France, on crée des réseaux en fait de rééducateurs bénévoles en partenariat avec les permanences d'accès aux soins de santé notamment, ou bien le SAMU social à Paris, pour proposer des soins de rééducation à des personnes qui n'ont pas de droit actuellement et qui ont besoin quand même de rééducation. Donc ils peuvent pas avoir de prise en charge sécu conventionnelle. Parfait, merci beaucoup. Et donc notre 3e association, France Asso Santé, qui représente finalement la voix des usagers, représentée par Dominique Beauchamp. Vous êtes présidente de l'association dans la section Centre Val-de-Loire ? Oui, tout à fait. Effectivement, on est là pour défendre tous les droits des usagers dans tout le Centre Val-de-Loire, dans les établissements sanitaires. Hein. D'accord, parfait. Eh bien écoutez, merci beaucoup. Donc nous allons pouvoir commencer. Nous allons parler de l'historique des droits des patients et de l'information, ainsi que le consentement du patient. Voilà, par Mégane Ladiès, du coup. Voilà, merci beaucoup. Donc déjà, bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Cette visio, donc je vais essayer de ne pas être trop gourmande et trop parler. Dans un premier temps, ce que j'aime bien faire, c'est faire un peu l'historique pour voir où on en est, comment on en est arrivé là. Et le deuxième point, c'est vraiment la question du consentement. Sachant que je fais un petit détour par l'information et vous comprendrez pourquoi et comment les deux se font lien. Donc si je fais l'historique, je vais essayer de faire assez rapide, donc je pars d'assez loin, parce qu'en fait on part du paternalisme médical, donc avec un point de départ, une fonction de la médecine qui était quand même avait une notion de sacré. Hein. Donc quand on parle de paternalisme, c'est vraiment l'idée qu'on utilise, en tout cas une définition pour illustrer qu'il y avait un déséquilibre en fait entre le médecin et le malade, le patient, dans sa relation. Et donc, on a ce déséquilibre qui va se trouver vraiment dans 2 faits. Un fait juridique, c'est qu'avant, en fait, et très tardivement, le médecin était considéré comme irresponsable, et sociologique aussi, c'est-à-dire que le malade, c'est considéré comme quelqu'un qui est ignorant, qui ne sait pas grand-chose. Et donc, en fait, le médecin, il y a très très longtemps, tirait en fait son arme
de quelque chose de divin qui faisait que finalement c'était un peu un don sacré. Donc voilà, donc ça c'est des choses des fois qu'on retrouve un petit peu aujourd'hui, voilà, dans certaines pratiques. Alors je vous donne quelques exemples au niveau de l'Antiquité, hein, où le médecin avait cette fonction vraiment sacrée et par principe il ne pouvait faire aucune faute, sauf des fautes très graves qu'on appelait sacrilèges. Au Moyen-Âge, on avait le côté vraiment religieux qui faisait que vraiment c'était impossible de se dire que le médecin finalement pouvait faire une faute parce que c'était finalement l'émanation de Dieu sur terre, hein, comme disait Ambroise Paré. Je le pensais et Dieu le guérit. Donc voilà, historiquement, quand on part de très loin, c'était pas possible que quelqu'un fasse une faute. Si on avance dans le temps, on voit au fur et à mesure que finalement les choses évoluent. Hein. Si on part du code Napoléon, on voit aussi hein, que c'était compliqué de reconnaître la faute au niveau du médecin. L'Académie de médecine disait bien que le médecin ne reconnaît pour juge après Dieu que ses pairs. Donc en fait, il n'y a qu'entre médecins qu'on pouvait se juger et qu'il y a d'autres responsabilités, que toute morale la concerne. Donc, voilà. Reconnaissance très tardive, hein, on commence à avoir des fautes, en tout cas sur tout ce qui est délictuel avec les articles du code civil. Alors je les ai mis, pour moi il n'y aura pas de souci de transmettre ces slides-là, vous aurez pouvoir les références. Mais on dit très clairement que quand quelqu'un commet un dommage, l'idée c'est de le réparer derrière. Et on parle effectivement de négligence, imprudence, hein, ça c'est des notions. Et on a les premières affaires en 1935 qui font qu'en fait on a un début de responsabilité médicale qui se fait avec un médecin qui pratique une saignée, mais ça n'a pas forcément bien fonctionné. Et en fait, ça a conduit à l'amputation du bras de la personne, du patient de l'époque. Et il y a eu plusieurs procès. Et c'est là qu'on a reconnu la faute du médecin pour négligence ou ignorance, qu'en fait, c'est des choses qu'il aurait dû savoir. Donc, on a aussi on va dire un peu déjà un premier rééquilibrage, hein, et plus le médecin finalement qui a cet art divin et contre qui on ne peut rien faire. Et donc ensuite, ça va, voilà, j'avance progressivement. On a une sorte un peu je vais dire, on essaie de avoir un peu une sorte de rééquilibrage, mais ça a mis du temps. Vous allez voir où je vais en venir. Où le patient, lui, n'est pas titulaire, c'est vrai, d'un savoir médical, donc on n'est pas en mesure de comprendre quand on est patient ce qu'on nous dit, hein, ce que le professionnel nous dit. Donc le malade, comme il est vulnérable, il est affaibli par la maladie, donc physiquement ou psychologiquement. On ne peut pas lui expliquer les choses, il ne peut pas comprendre, donc ça aggrave encore une fois le déséquilibre de la relation. Donc, j'ai mis quelques exemples. Hein, en 1950, ce qu'on disait au niveau de l'ordre des médecins, que le patient, c'est un jouet qui est à peu près aveugle, très douloureux, essentiellement passif. Connaissance imparfaite de lui-même, hein, on est guidé par l'émotion, par la douleur, notre volonté, en fait, il n'y a rien de solide. Donc finalement, on n'est pas capable, quand on est patient, de recevoir des informations et finalement de consentir. Donc, depuis la nuit des temps, encore en 1950, et on se substitue de ce fait à la décision médicale. Voilà, même si c'est encore le cas aujourd'hui, des fois on se dit je ne sais pas, donc on se réfère au médecin, donc une certaine passivité, donc un petit peu pour faire l'évolution. Sachant qu'on sait quand on inclut le patient dans le cursus, hein, il y a des pathologies qui sont mieux prises en charge puisqu'il y a une coopération du patient. Donc tout ça, ça a évolué, hein, difficilement, ça a pris du temps. Maintenant, c'est bien ancré depuis la loi Kouchner, même si des fois on doit essayer de rappeler un petit peu tout ça, où on a une naissance aussi des rapports collectifs. Hein, maintenant, on n'est plus au colloque singulier que le patient et le médecin. Il y a d'autres acteurs qui rentrent en jeu, les associations d'usagers, les ordres des praticiens et aussi les pouvoirs publics. Donc voilà, tout ça, ça a fait aussi évoluer les choses, hein, les lois, les autres acteurs, pour passer finalement à ce qu'on connaît, j'ai envie de dire, actuellement. Avec cette loi, hein, Kouchner, d'autres personnes en parleront, mais les droits des patients ont évolué, hein, se sont développés avec cette loi de 2002. Voilà, on a eu une belle évolution, hein, au niveau du droit des patients. Donc voilà, là j'ai fait vraiment un mini résumé de cette loi-là. Hein. L'idée c'était de mieux faire connaître les droits, les devoirs et aussi les conséquences des actes et l'absence d'actes. Hein. Si on ne fait pas ça, vous risquez ça. Si on le fait, voilà ce qui va arriver. Ce qui amène à une meilleure prise en charge du patient et aussi une évolution de la relation. Et comme dit, ça a mis du temps à évoluer. Hein. Elle s'est construite, cette loi, elle a mis 20 ans à peu près pour se construire. Voilà, avec les associations, parce qu'en plus on était dans un contexte aussi avant, avec tout ce qui était le SIDA, qui a fait aussi évoluer beaucoup de choses. Et donc du coup, vous allez voir où je vais en venir, pourquoi je suis partie d'un petit peu loin, c'est que cette loi Kouchner, elle a vraiment fait bouger les choses. On a eu vraiment un équilibre, un rééquilibrage de cette relation
patient médecin, on pourrait même dire patient professionnel, où je pars de quelque chose de très divin où le patient est ignorant à finalement une sorte de codécision où en fait on essaie de mettre un peu les deux sur un pied d'égalité, le professionnel et le patient, pour finalement avoir une décision partagée où le patient devient actif et j'ai envie de dire un petit peu acteur de sa décision, de sa santé, pour pas dire l'acteur principal. Et j'aime bien juste cette phrase que j'ai mis en gras de Monsieur Kouchner, quand on parlait de consentement, donc ça doit plus être l'acceptation passive d'une décision prise par l'autre, c'est l'expression d'une participation active du malade aux décisions qui le concernent. Et on valorise finalement le sujet de droit. Donc finalement, on remet un petit peu en avant le patient avec cette question. Là, on parle aussi de volonté. Hein, voilà, sachant qu'avant, ce n'était pas quelque chose qu'on recherchait forcément. Et j'ai mis aussi en référence le Comité consultatif national d'éthique, parce qu'on est aussi dans ce côté éthique, hein, dans un avis de 98 qui faisait ce résumé d'une relation patient-médecin. Il y a 50 ans, on était plus dans l'idée que les médecins ou les professionnels imposaient aux malades des choses sans explication, parce qu'ils jugeaient, enfin, c'est le médecin qui jugeait ce que je fais pour mon patient, c'est bon pour lui, mais voilà, ça posait d'autres questions, hein, d'autres valeurs éthiques étaient en jeu. Et aujourd'hui, on a ce souci maintenant d'informer le patient pour obtenir leurs adhésions, et aussi cette question du consentement. Voilà, on a une inversion et on est passé vraiment dans l'idée de codécision. Donc voilà un petit peu aussi pour montrer où on en est. Là, on a une professeure de droit qui dit que consentir, c'est admettre, donner son assentiment, c'est-à-dire baisser pavillon devant une assertion ou devant une autre personne, avec cette force j'ai envie de dire, du côté de la volonté, faiblesse du consentement. Donc voilà, elle donne un peu des points au niveau du consentement. Et moi, ce que j'aime bien quand on parle de consentement, c'est vraiment ce modèle de la codécision, tout en rappelant finalement que le patient, il est dans une situation de vulnérabilité. Et en fait, il faut composer avec cette vulnérabilité et vraiment valoriser le patient et l'aider dans cette prise de décision. Il ne faut pas oublier le côté fragile de la personne, puisqu'on aura, quoi qu'il arrive, même si on donne les informations, on va y venir, ce caractère asymétrique, parce qu'on sait que le professionnel aura des connaissances en santé, mais c'est essayer de maintenir cet équilibre-là avec un patient qui peut être vulnérable. Voilà. Pour en venir au consentement, voilà, pour moi, c'était en fait pas possible de parler du consentement sans le droit à l'information, parce qu'en fait, de ce droit à l'information va découler deux choses, le consentement du patient dont je parle juste après, ou le refus. Et donc, le droit à l'information, vraiment, c'est la base, le pilier d'une relation entre un patient et un professionnel. Et c'est là-dessus qu'en fait va se fonder vraiment cette relation de confiance. C'est quelque chose qui est de plus en plus sanctionné, parce que souvent, quand les litiges viennent, c'est parfois parce que l'information n'a pas forcément été bien donnée ou le patient ne l'a pas bien comprise. Donc, c'est un droit subjectif du patient également. Et on va dire tout soin, toute intervention ne peut pas être effectuée sur la personne sans qu'elle ait donné un consentement libre et éclairé. Mais pour donner un consentement libre et éclairé, dont on parlera après, il faut que la personne elle ait eu le plus d'informations possible. Alors j'ai mis juste quelques articles pour illustrer un petit peu tout ça au niveau européen et international. Mais voilà, on peut passer comme voilà, je ne vais pas aller dans le détail au niveau de l'international. Au niveau de l'information, c'est pour ça que j'ai parlé de paternalisme avant, c'était très limité. En fait, avant, comme on considérait que les patients étaient des personnes, je mets des guillemets, ignorantes, ou qu'on infantilisait de trop, on ne leur donnait pas toutes les informations. Donc, dans les années 60, par exemple, c'était une information approximative, très simple, parce qu'on vraiment considérait que le patient ne pouvait pas comprendre ce qu'on lui disait. Maintenant, ça a évolué. Je vous ai mis l'article de référence, par exemple, de l'article 35 du Code de déontologie, qui dit bien, en gros, qu'on informe le patient, on lui donne l'information loyale, claire et appropriée sur l'état de santé, investigation, soins. Et tout au long de la maladie, ce qui est important aussi en tant que professionnel, c'est de tenir compte de la personnalité du patient. Il y a des patients qui vont, on va leur dire donner les informations d'une certaine façon, ils vont très bien la comprendre. Si on le dit de la même façon à une autre personne, ça ne va pas avoir les mêmes répercussions et la personne va peut-être moins bien les assimiler. Et ce qui est très important aussi, s'il y a des litiges, veiller à leur compréhension. Il faut savoir que c'est les professionnels qui doivent prouver qu'ils ont apporté, qu'ils ont bien donné l'information à leurs patients. Donc là, quand on parle d'information, c'est vraiment sur tous les risques, y compris les plus graves, les plus exceptionnels. Hein. La jurisprudence est assez fournie là-dessus, mais voilà, donc, pour un petit peu résumer. Et donc, alors là, j'ai mis, je ne vais pas le lire, mais comme vous aurez le support,
Je vous ai mis l'article de référence quand on parle de droit à l'information. Là, on vous détaille vraiment tout ce qu'il faut donner quand on est dans l'information patient. Et voilà, ça résume un petit peu toute la diapo, mais en version code de la santé publique. Donc, je vais passer assez rapidement. Mais ce qui est important aussi, parce que souvent on nous parle d'écrit, c'est l'information qui doit être donnée à l'oral. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans un dialogue avec le patient individuel, vraiment une sorte de tête-à-tête. Et la loi, en fait, n'impose vraiment pas de rédaction d'un écrit. Les juges non plus, en fait, ça va être un début de preuve, si je dois résumer, pour prouver, en fait, finalement, oui, j'ai donné une information à mon patient, mais c'est clairement pas une obligation. C'est pas indispensable. C'est pas interdit de faire quelque chose non plus pour aider le patient à la compréhension de l'information, parce que c'est de ça que va découler le consentement ou le refus. Donc, on peut tout à fait remettre à nos patients, à vos patients en tout cas, des documents qui résument un petit peu l'information que vous lui avez donnée. Ça peut être un début de preuve si jamais il y a un litige avec un patient. Mais voilà, ce qui va être important, c'est que en fait, le patient va pouvoir, des fois, on fait signer des documents aux personnes. Signer, ça ne veut pas forcément dire qu'on a compris. Et un juge cherchera toujours à savoir si le patient a bien compris l'information avant de consentir ou pas. Donc voilà, un petit peu des points de vigilance, parce que des fois, on pense pouvoir donner un document, ça nous dispense de l'information, mais clairement pas. L'information, en tout cas, c'est de l'oralité. Le document va compléter nos dires. Pour résumer un petit peu la chose. Du coup, le fait d'informer mon patient, ça va lui permettre soit de consentir à un soin, un acte, soit refuser. Et pour cette visio, ce qui nous intéresse, c'est le droit de consentir. Donc vraiment, cette question du recueil du consentement. Donc c'est vraiment après l'information. Alors, s'il y a des articles déjà, et les juges ont déjà fait plusieurs points là-dessus, avec des arrêts qui datent déjà un petit peu. Le législateur, avec les lois de 94, est venu rajouter et renforcer ces éléments-là, aussi plus avec le côté de recherche biomédicale. Un article de référence, c'est l'article 16-3 du Code civil, qui dit bien qu'on ne peut pas porter atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne. Et le consentement, on doit le recueillir au préalable auprès de notre patient. Et le juge administratif en a fait aussi une liberté fondamentale, donc quelque chose de très très fort. La loi Kouchner, pour ça j'en ai parlé avant, on a fait un outil de codécision. Et aussi la loi Leonetti sur un autre volet, finalement, une manifestation de volonté. Donc l'article de référence, si jamais vous entendez parler consentement, je vous ai mis quelques détails parce qu'il est assez long, c'est l'article du Code de la santé publique, le L111-4, qui dit qu'on prend avec le professionnel de santé, et compte tenu des informations préconisées, c'est pour ça que je parlais de l'information avant, les décisions qui concernent notre santé. Donc en fait, quand on est dans le consentement, on est dans une codécision, et on ne peut pas faire d'acte ou de traitement sans le consentement libre et éclairé de la personne. Et pour qu'il y ait un consentement libre et éclairé, il faut l'information de celui-ci. Et bien sûr, notre patient peut retirer le consentement à tout moment. Et souvent, ce qu'on constate, c'est que le défaut de consentement, ça révèle un défaut d'information. Alors des fois, on n'a pas forcément bien informé, on a bien informé, mais le patient n'a peut-être pas bien compris. C'est pour ça qu'on parle de tenir compte de la personnalité de la personne pour pouvoir informer au mieux. Et donc le recueil de consentement, c'est une obligation qui est légale, c'est quelque chose d'autonome, mais c'est très lié, pour ça j'en ai parlé avant, à ce droit à l'information. Voilà. Après, j'ai parlé du régime de la preuve, mais c'est vraiment au professionnel de montrer qu'il a bien informé son patient. Et comme disent, l'écrit, c'est un début de preuve, mais c'est pas forcément ça qui va primer. Et donc, vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est que le patient va vraiment pouvoir consentir s'il y a un dialogue qui est établi avec lui. Et l'idée, c'est toujours de garder une petite trace écrite aussi quand on échange avec la personne. Alors après, pour tout ce qui est aussi plus propre au consentement au niveau des professionnels masseurs, kinésithérapeutes, il y a 2 articles de référence du Code de la santé publique, je ne les ai pas forcément mis dans le diapo, mais vous pourrez aller les lire. C'est l'article R 4321-84 et -83 du Code de la santé publique qui concerne vraiment le métier de masseur kinésithérapeute, où on parle vraiment du consentement de la personne examinée ou soignée qu'on doit rechercher dans tous les cas. Donc ça, c'est vraiment, j'ai envie de dire, vraiment spécifique pour les masseurs kinésithérapeutes, et on retrouve aussi des notions par rapport aux mineurs et aux majeurs protégés. Donc je le redis juste à l'oral, les articles R 4321-84 et -83. Donc voilà, c'est aussi des petites choses que je dis à l'oral, mais qui sont focus vraiment consentement pour votre profession. Alors, pour vraiment finir, je sais qu'on n'en parle pas forcément beaucoup, mais la question des majeurs
ou des mineurs protégés, donc l'article précédent en parle aussi, on doit systématiquement rechercher ce consentement auprès des mineurs ou des majeurs. Donc les mineurs, j'ai mis l'article du Code civil, puisque souvent une personne mineure, on va toujours aller rechercher le consentement auprès des titulaires de l'autorité parentale. Donc pour les actes non usuels, il faut l'accord des deux parce que c'est des actes qui sont assez importants au niveau du soin. Mais l'idée, puisque j'en parle depuis le début, c'est de favoriser la participation justement de ce mineur à la prise de décision. Et ça va être en fonction du professionnel parce qu'on va tenir compte de l'âge et des capacités de compréhension, hein. Et ça va être le professionnel qui va pouvoir apprécier la maturité de l'enfant. C'est sûr qu'un petit enfant de 3 ans et un enfant de 10 ans vont peut-être pas avoir les mêmes capacités de compréhension. Mais voilà, ça, c'est des choses aussi au niveau des mineurs à savoir. Voilà, on va chercher auprès de l'autorité parentale. Parfois, les mineurs peuvent aussi s'opposer à la consultation de leurs parents, parce que y a des choses qui ne veulent peut-être pas qui se sachent. Donc voilà, le médecin, là, il faut savoir que la loi autorise le médecin, enfin le professionnel, à se dispenser du consentement du ou des titulaires d'autorité parentale si le mineur le demande expressément. Mais voilà. Mais après, l'idée, c'est quand même d'essayer de convaincre le mineur d'inclure les parents dans cette prise en charge. Mais voilà, si l'enfant ne le souhaite pas, le médecin doit en tenir compte et bien sûr, on doit garder une traçabilité dans le dossier, hein, puisqu'on a aussi, le mineur a aussi le droit au respect du secret professionnel. Après, j'ai parlé d'IVG, mais on peut passer cette diapo-là. Donc là, j'ai vraiment remis un petit peu en détail avec les références du Code de la santé publique, parce que je sais que certains professionnels sont friands d'avoir les références juridiques, avec les interventions aussi chirurgicales, les actes bénins, hein, tout ça, j'ai remis vraiment sous forme de tiret avec les articles, si vous voulez aller plus les lire en détail. Mais voilà, pour les actes, on va dire très graves, il faut le consentement des deux parents. Quand c'est beaucoup moins grave, les actes usuels, voilà, on suppose que l'autre parent est d'accord et le consentement d'un des deux parents suffit. Voilà, pour résumer vraiment rapidement les mineurs. Donc bien sûr, il y a les cas d'urgence. Effectivement, parfois on peut pratiquer des soins ou des actes sans obtenir le consentement des titulaires, s'il y a vraiment des cas d'urgence. Si on voit aussi que les parents refusent tel ou tel acte, mais que ça va avoir des conséquences graves pour la santé du mineur, là, le médecin a un devoir, hein, de délivrer les soins indispensables aux professionnels. Donc là, pour le coup, on peut passer outre la demande de consentement aux parents. Donc voilà, le deuxième point, j'en ai parlé. Et après, ça va être tout ce qui est rupture familiale. Ça, c'est des choses des situations qui existent. Seul le consentement du mineur est nécessaire s'il a totalement rompu les liens avec sa famille. Voilà. Ça, c'est des choses aussi que j'apporte, parce qu'on n'en parle pas souvent, mais c'est des situations qui arrivent également aussi. Et donc, le majeur sous tutelle, j'ai mis l'article de référence. La personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne, dans la mesure où son état le permet. Voilà, donc c'est la recherche aussi du consentement pour la personne majeure protégée dans ces cas-là. Et bien sûr, s'il y a une urgence vitale, le professionnel agit pour soigner la personne. Mais aussi, voilà, je voulais en parler, parce que les majeurs sous tutelle, souvent, on n'en parle pas. Et c'est des patients qu'on rencontre aussi dans les soins, voilà. Et pour finir, vraiment, c'était le dernier point, c'est on a des dérogations, hein, pour le recueil du consentement. Si j'ai un patient qui est hors d'état d'exprimer sa volonté, effectivement, normalement, aucune intervention ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité. Donc, ça pose des questions. Par exemple, un patient qui a refusé d'être informé, la loi dit rien à ce niveau-là. Donc, est-ce que le refus, certains se sont posé la question, est-ce que le refus d'être informé, c'est l'équivalent d'un refus de soins? Peut-être pas forcément. Après, on va toujours aller chercher dans les directives anticipées si ça a été fait, la personne de confiance, ou même la question, hein, du don d'organes, hein, de la personne décédée, avec cette présomption de consentement. C'est une autre forme de consentement, mais elle existe. Le mineur, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais les professionnels, en tout cas le médecin, a un devoir de défenseur de l'enfant, et quand on estime que l'intérêt de l'enfant ou sa santé est en jeu, ou que c'est mal compris par l'entourage, d'où la question de l'information importante, effectivement, on peut passer outre. Et aussi les soins sans consentement, qui sont aussi une dérogation à cette notion de consentement. Voilà, pour essayer de résumer très rapidement le droit de consentir. Je vous remercie de votre attention et je reste disponible pour les questions après. Voilà, merci beaucoup, Mégane Ladiès. Merci beaucoup. Pas facile à faire passer toutes ces lois, hein. Alors, on donne la parole à Marie Guilbert pour le refus des soins par le patient.
Alors moi, je vais Alors, laisser la parole à Mathilde. Pardon. il n'y a pas de souci. Ça fait Est-ce plaisir. que vous m'entendez bien? Oui, je pense. Du Parfait. coup, si on a le consentement du patient, c'est-à-dire que le patient a également le droit de refuser les soins. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu aussi aborder cette thématique du refus de soins de la part du patient. La première citation qu'on vous propose, c'est donc celle qui est inscrite. Si je me réfère à la kinésithérapie, le soin de kinésithérapie refusé peut être le refus de la douleur et pas forcément celui de la kinésithérapie, le refus du contact et pas forcément celui du résultat recherché ou escompté, le refus du thérapeute et pas forcément celui de la kinésithérapie, du projet du kinésithérapeute et pas forcément celui du projet de soins. Donc c'est une collègue qui s'appelle Marianne Ramonda qui a travaillé autour du refus de soins dans un mémoire, donc notamment auprès des personnes qui ont des troubles cognitifs. Et donc elle a relevé plusieurs raisons du refus de soins qu'il me semble intéressant d'apporter aujourd'hui. Que voilà, le patient, quand il fait un refus, il va pas refuser forcément tout le soin. Par contre, il peut refuser la proposition thérapeutique. Donc, ça peut être un décalage finalement entre les attentes du patient et les attentes du kiné, ou bien les objectifs, ou bien les moyens qu'on va proposer. Ça peut être un refus de la douleur. En kiné, on a parfois un peu cette croyance, ou en tout cas cette valeur du no pain, no gain, où en fait, si on n'a pas un peu de souffrance, on va pas progresser, ou du moins, on est quand même parfois obligé d'aller sur de la douleur induite procédurale pour pouvoir gagner de la mobilité. C'est des choses qu'on côtoie régulièrement, la douleur. Et ça peut être difficile pour un patient de faire face à cette douleur. Ça peut être également une fatigue de la part du patient. Ça peut être un refus du soignant, comme c'était indiqué par avant. Donc là, il faut questionner la relation thérapeutique. Ça peut être également le moment qui n'est pas le moment opportun, parce qu'on n'a pas tous en fait la même temporalité. Et donc, on verra un peu plus loin que différentes temporalités peuvent faire que on ne se rencontre pas à ce moment-là, et donc le patient va refuser. Ça peut être aussi un refus de démotivation. Et c'est intéressant du coup de se questionner sur les raisons du refus, parce que ça va permettre finalement parfois de débloquer ce refus de soins et de proposer en fait un compromis et des alternatives. Sur la diapo, voilà, d'après c'est un retour d'expérience, c'est-à-dire c'est un commentaire que j'ai trouvé sur Facebook, sur un groupe de kinésithérapeutes, que j'ai trouvé intéressant par rapport au webinaire de ce soir. Et donc, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que la personne, donc elle parle d'un de ses patients, donc elle explique qu'il ne veut prendre des rendez-vous que sur ses horaires de travail, car il estime que s'il est douloureux, c'est à cause de ça. Il ne cherche pas le soin, mais l'arrêt de travail à travers des plaintes permanentes, ne prenant pas en conseil les conseils qui ont pu lui être donnés. Et donc voilà, elle explique qu'elle veut contacter le médecin traitant pour quand même lui dire que pour elle, ce patient-là, s'il veut une prolongation, c'est parce qu'il veut rester en arrêt de travail. Et donc, une personne qui répond: non, mais c'est pas lui qui décide ni impose ses techniques et ton bilan, je rêve. Donc, j'ai trouvé ça assez intéressant. Premièrement, parce que dans ce texte, il y a quand même un jugement de valeur qui est fait de la part du kiné sur ce patient-là. Le fait que ce soit une personne qui, en fait, ne veut pas travailler. Quand il ne cherche pas le soin mais l'arrêt de travail, c'est vraiment un jugement de valeur qu'on fait et qui peut mettre à mal, du coup, la relation thérapeutique. Et ensuite, cette réponse catégorique qu'on a donc de la personne qui dit c'est pas lui qui décide ni qui impose. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que moi, je trouve qu'on voit parfois, où on a tendance aussi à dire à un moment donné, moi, si le patient il fait pas ce que je lui dis, il peut aller voir quelqu'un d'autre. On a un peu ce réflexe défensif. Et en fait, c'est peut-être de se dire, est-ce que déjà, dans la situation actuelle, je ne sais pas dans votre région, mais est-ce que vraiment le patient, il a tant le choix que ça de son thérapeute, de son kiné, quand on voit que les délais d'attente sont très importants? Donc, est-ce que finalement, cette réponse de dire, si vous faites ce que je vous dis et si vous ne voulez pas, vous pouvez aller voir quelqu'un d'autre, c'est pas un petit peu autoritaire et peut-être paternaliste, ou en tout cas, voilà, est-ce que ça ne ferme pas la relation? Et vraiment, c'est de se dire, parfois, le refus du patient, ça peut vraiment amener à un malaise, et qu'il faut essayer, nous, en tant que thérapeute, de trouver finalement un juste milieu entre abandonner, peut-être trop vite, et aussi une surpuissance qu'on peut amener en fait face au patient. Du coup, sur la diapo d'après, cette réflexion-là, elle m'a ramené à l'evidence-based practice, parce que c'est quelque chose dont on parle énormément dans la profession. Et c'est vrai que j'aime bien remettre ce schéma, je pense que tout le monde l'a déjà vu ici, qui représente vraiment ce que c'est. Parce que parfois dans les discours, c'est vrai que les preuves scientifiques sont
très mise en avant de nos jours. On s'appuie beaucoup sur la littérature. C'est un grand progrès de notre profession parce qu'on fait de la recherche et qu'on peut aujourd'hui avoir des preuves aussi de ce qu'on propose, alors qu'on avait une pratique qui était quasiment totalement empirique. Là, aujourd'hui, on a quand même des preuves scientifiques qui viennent s'ajouter. Mais il faut pas oublier, donc, il y a ces preuves scientifiques, il y a également l'expertise clinique du thérapeute, donc aussi le côté empirique, et également les préférences et les valeurs du patient. Et c'est vraiment un triptyque qui est important dans la prise en soin des patients. Ça nous amène en fait à l'engagement. Donc c'est ce que en fait je viens de dire avec le BP, c'est que pour avoir une coopération soignant-soigné, il faut qu'il y ait à la fois le savoir théorique et technique du thérapeute et que ce soit partagé avec le savoir d'usage du patient ou du bénéficiaire. Et ce qui peut être intéressant, cette notion d'engagement, c'est de se dire que elle n'est pas toujours la même et qu'il y a des situations qui peuvent rendre l'engagement plus difficile. Par exemple, des situations de grande précarité avec des personnes qui vont vivre à la rue et donc depuis longtemps. Et donc l'engagement va être impacté par rapport à ça. Et notamment parce que la temporalité, elle peut être différente. Quand on n'a pas un hébergement régulier, enfin régulier que tous les jours, notre préoccupation, c'est de trouver un logement, c'est de savoir où est-ce qu'on va dormir, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va manger. Peut-être que l'engagement auprès du soignant, auprès des soins, il va être différent en fait de quelqu'un qui a une certaine sécurité sur d'autres besoins essentiels du quotidien. Je voulais aborder l'approche interculturelle parce que c'est une approche qui permet de réduire les risques de refus de soins ou de la rupture thérapeutique. Donc là, ce soir, nous allons aborder ensemble deux fondements importants que sont l'anthropologie médicale clinique et les compétences interculturelles. Donc l'anthropologie médicale clinique, c'est une représentation biopsychosociale de la maladie. En français, dans notre langue, on a un mot pour dire maladie et dans la langue anglaise, il y en a trois qui ont vraiment leur importance parce qu'ils ont vraiment une signification et une connotation différente. Le terme disease se rapporte plutôt au diagnostic, au dysfonctionnement physiologique, organique, à tout ce qui est fonctionnel. Le terme illness traduit l'expérience subjective de la maladie vécue par le patient, ce qu'il peut en dire, ce qu'il en a ressenti, donc ce qu'il peut dire de sa souffrance, de sa pathologie, de ses symptômes, de l'étiologie de sa pathologie. Et le terme sickness, qui sont les éléments extérieurs environnementaux, tout ce qu'on peut appeler déterminants socio-économiques qui peuvent influencer son bien-être, mais également l'impact de la représentation sociale que peut avoir la maladie et sa symbolique sur le groupe ou la communauté. Toute rencontre est interculturelle. En effet, chacun de nous a une manière différente de voir la maladie, les soins ou d'appréhender un soignant. On peut également parler d'antagonisme culturel qui pourrait impacter notre relation de soins et justement l'alliance thérapeutique. Ce qu'on appelle les antagonismes culturels, ce sont des contextes qui peuvent être contradictoires en fonction de la culture. Donc quelques exemples, par exemple justement comme disait Mathilde, la notion du temps. Si on a une vision du temps qui est linéaire ou qui est cyclique, donc ça peut être lié à la culture, à l'histoire de vie, voilà, aux conditions de vie également, l'âge aussi. La notion du temps, elle est aussi pas la même entre le thérapeute et le patient et il faut pas l'oublier. Nous, on a un emploi du temps souvent où on est avec nos petits rendez-vous, une demi-heure par rendez-vous ou plus ou moins en fonction des personnes, mais vraiment quelque chose qui est très très calé, etc. Sauf que quand on arrive, le patient, il est peut-être pas non plus sur ce temps-là quand on fait des domiciles ou bien quand le patient arrive, voilà, il arrive avec son histoire et c'est vrai que comme nous, on a nos impératifs, qu'on a d'autres personnes à voir, voilà, on a parfois pas le temps non plus de laisser de réussir à trouver finalement cette concordance de temps entre nous-mêmes et le patient. L'âge aussi, c'est-à-dire que pour certaines personnes, avoir un soignant qui est jeune, ce sera peut-être plus difficile à accepter parce que pour de nombreuses personnes, l'âge fait l'expérience et la qualité de soins. Donc l'âge la différence d'âge, en tout cas entre le thérapeute et le patient, peut avoir un rôle aussi sur l'adhésion. La différence homme-femme, en tout cas le statut et en tout cas ce qu'on peut y projeter. La vision, et surtout pour nous les rééducateurs, la vision à court terme et la vision à long terme. Donc ça, c'est vraiment important pour nous dans la rééducation et dans ce qu'on peut proposer aux patients. Et il y a également tout ce qui va être la vision de la santé du soin, ce qu'on attend du soignant.
en tout cas ce que le bénéficiaire peut attendre, comment il appréhende le système de santé, sa maladie, l'étiologie de sa maladie, est-ce qu'il inclut du réel et de l'irréel? Et donc tout ça nous amène aussi à toucher un peu du doigt la notion de transculturalité qui est vraiment essentielle dans le soin. En fait, pour différencier de l'interculturalité, la transculturalité, c'est vraiment de prendre en compte les éléments culturels qui sont nécessaires à la compréhension et à la prise en soin, nécessaires et pertinents, mais sans se focaliser dessus. Les prendre comme des facteurs influençant, voilà, les représentations que peut avoir le patient donc de sa maladie et du soin, mais sans se focaliser dessus, comme des éléments d'explication. Voilà. Autre chose qui peut également influencer l'adhésion thérapeutique et peut-être mettre des freins, pas forcément des barrières, mais des freins, c'est le rapport au corps qui peut être modifié. Juste quelques exemples, mais effectivement à prendre en compte encore plus pour vous, les kinésithérapeutes, c'est que si on parle de personnes exilées, par exemple, presque 80% des personnes, en tout cas, déclarent avoir subi des violences, que ce soit des tortures, des viols, du travail forcé. Donc le rapport au corps, le rapport à la douleur va être modifié. Et ça, c'est des choses à pouvoir prendre en compte. Mais pour les prendre en compte, il faut aussi le connaître. Et c'est pour ça qu'on fait ces informations-là. Il y a différents traumas aussi vraiment importants pour toutes ces personnes qui sont déracinées. La pathologie du départ, puisque ce sont des personnes qui quittent leur lieu de vie habituel et tout ce qui était leurs racines. La pathologie du déplacement, toutes les blessures qui sont survenues au cours du parcours migratoire et à l'arrivée, sachant que les personnes avaient également un état de santé avant de partir. La pathologie du délit, donc ces personnes sont sans papier, en situation illégale permanente, souvent considérées comme un délinquant partout où elles passent. La pathologie du déni, puisque ce sont des personnes qui sont pas reconnues ou peu reconnues, qu'on n'a pas envie de voir et qui n'ont pas de droits administratifs. Et la pathologie du désir, puisque ce sont également des personnes qui souhaitent pouvoir intégrer une nouvelle société, qui souhaitent pouvoir apporter leur contribution, leurs compétences, leurs valeurs. Et ça, c'est un désir qui est difficile à satisfaire. Et très souvent également la pathologie de la dépression, puisque pour des personnes qui ne sont pas reconnues pour ce qu'elles sont. Et toutes ces pathologies qui sont inhérentes à cette vie d'exilé peuvent vraiment impacter l'engagement et la relation de soins. Autre chose, comme disait Mathilde, les personnes qui sont dans une grande précarité, quand on vit effectivement dans un centre d'hébergement, quand il y a une promiscuité, pas d'intimité du tout ou très peu, qu'il y a les contraintes de la vie en collectivité, qu'il n'y a peut-être pas l'hygiène suffisante, le rapport au corps est modifié et peut augmenter en tout cas le besoin de distance physique ou la difficulté en tout cas de se laisser approcher par un thérapeute. Et donc c'est important de pouvoir connaître ça et le prendre en compte. On a voulu faire un point quand même sur ce qu'est l'éthique, parce qu'on entend beaucoup, beaucoup parler d'éthique. Parfois, on ne met pas exactement ce que c'est que derrière. Étymologiquement, éthique, ça veut dire la même chose que morale, c'est la manière ordinaire de se comporter, c'est l'habitude du comportement. Mais en fait, on va faire une distinction parce que la morale, il va y avoir vraiment quelque chose de la normativité à côté. C'est vraiment se dire, la morale, c'est l'atteinte d'un comportement donné, alors que l'éthique, ça va être plutôt le questionnement entre la norme qu'on attend et le réel. C'est-à-dire que la norme, les valeurs vont faire dans notre société, on va atteindre un certain comportement et ma situation, en fait, elle rentre pas dans ce comportement attendu. Et comment est-ce que je vais pouvoir la questionner pour pouvoir trouver, en fait, un compromis et pouvoir vivre la situation la plus acceptable possible pour toutes les personnes concernées par cette situation. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est la morale et l'implicite éthique. Et l'éthique consiste à questionner cet implicite. Donc vraiment, voilà, la morale, c'est quelque chose qu'on réfléchit plus, qui est assez ancré et qui est aussi culturel. Et l'éthique, c'est vraiment une posture de questionnement. Et c'est vrai que les compétences interculturelles, elles permettent vraiment de sortir du cadre de référence. Et du coup, quand on les utilise en éthique, ça permet d'ouvrir le champ des possibles et donc de pouvoir
se dire que la façon dont nous on projette un comportement qui serait souhaitable pour un patient ou dans une situation, c'est pas forcément la vérité, c'est pas la façon dont tout le monde va se comporter. Et donc en fait on est dans une société où il y a quand même beaucoup de cultures différentes et où on a une pluralité de croyances, d'habitudes de vie. En fait, sur une même situation, on peut trouver finalement des réponses complètement opposées et en fait, elles peuvent être toutes éthiques, même si elles sont opposées. Par exemple, on voulait interroger sur l'autonomie en disant, est-ce que finalement l'autonomie est universelle? Parce que c'est pareil, on parlait du consentement libre et éclairé, du fait que le patient devait bien comprendre en fait qu'est-ce qu'on entendait. Il faut aussi se dire qu'un mot utilisé peut ne pas avoir la même signification en fonction des personnes. Donc l'autonomie, on met chacun peut-être des choses différentes derrière ce mot-là. Et c'est intéressant aussi d'interroger les mots qu'on utilise pour savoir qu'est-ce que la personne, elle met derrière ce mot-là. L'autonomie, ça peut être l'autonomie au niveau de l'individu, beaucoup dans nos sociétés en France. Mais l'autonomie, ça peut être l'autonomie d'une communauté, ça peut être l'autonomie d'un groupe de personnes. Et du coup, là, on n'intervient plus de la même façon en fonction de comment est-ce qu'on prend en compte l'autonomie. Et juste, pour, ajouter sur cette notion d'autonomie et de groupe, ça peut être également l'autonomie du couple. Vous intervenez aussi régulièrement à domicile chez des personnes âgées ou moins âgées et il y a une dynamique, qui est présente et parfois, ce sera pas l'autonomie du bénéficiaire, en fait, du patient lui-même qui sera visée, mais l'autonomie du couple et est-ce que ensemble ils vont arriver à faire un transfert? Peut-être pas lui tout seul, peut-être à 2 et c'est l'autonomie du couple qui sera visée. Dans les compétences interculturelles, il y a notamment cette compétence de décentrage, décentration. C'est vraiment la prise de conscience qu'on est tous porteurs de culture et de sous-culture. En fait, même la personne qui pourrait vous ressembler le plus, on va dire quelqu'un de votre famille, votre frère, votre sœur, quelqu'un avec qui vous avez grandi, va pas avoir finalement la même culture. En fait, la culture, elle est à la fois collective et individuelle. C'est-à-dire qu'il y a des aspects qu'on va nous avoir en commun entre rééducateurs, entre kinésithérapeutes, et à la fois on a d'autres aspects parce qu'on n'est pas des mêmes régions, parce que on n'a pas grandi dans les mêmes environnements qui vont faire que tous ces aspects amenés ensemble, chacun on est porteur d'une culture unique. Du coup, c'est intéressant pour le thérapeute de vraiment réussir à se questionner sur ses propres représentations. Comment est-ce qu'on voit les choses? Comment est-ce qu'on interprète le monde? Et de pouvoir du coup après s'en distancer pour pouvoir finalement accueillir d'autres discours, d'autres modèles explicatoires des patients que le sien. Et la culture est effectivement individuelle et collective, mais elle est également en constant mouvement puisqu'on elle, j'aime pas le terme d'évoluer parce que ça voudrait dire qu'elle était moins bien à un moment ou à un autre, mais en tout cas elle bouge, elle change en fonction des étapes de notre vie, de nos rencontres en fonction de l'âge qu'on peut avoir. Donc, elle est vraiment il faut avoir en tête qu'elle est vraiment en perpétuel mouvement et que ce besoin de se questionner certes, une démarche active, mais vraiment productive. Donc Et c'est vraiment une démarche qui permet d'éviter du coup cette rupture de soins et d'essayer de trouver en fait un compromis, une négociation avec le patient quand il y a des éléments qu'il refuse pour pouvoir tout de même amener un soin de qualité. un des autres piliers importants de l'approche interculturelle, ce sont les compétences interculturelles. Alors, de nombreux auteurs en ont parlé, chacun a sa façon de voir les choses, sa définition. Moi, celle que j'aime bien, c'est celle-ci qui aborde différentes compétences, dont les 3 premières s'adressent réellement au thérapeute lui-même. La première, donc la compétence allocentrique, qui est dirigée vers l'autre, reprend cette notion extrêmement importante du décentrage ou décentration, les 2 termes existent, dont parlait Mathilde là tout à l'heure. Donc c'est à la fois être conscient qu'on est porteur de culture, mais également être conscient on est sujet aux préjugés et à partir du moment où on en est conscient, on va pouvoir les déconstruire et pouvoir avoir accès plus facilement aux représentations de l'autre et être empathique. Les représentations générales de communication, c'est la nécessité vraiment d'avoir un message intelligible par l'interlocuteur. Les compétences générales de communication interculturelle, donc ça va être vraiment la prise en compte du langage verbal, non verbal, des implicites, de la proxémie,
des antagonistes culturels s'il y en a, ou des facilitateurs. Donc ces 3 premières compétences s'adressent vraiment aux thérapeutes. C'est une démarche personnelle et active. Et la dernière, les compétences interculturelles spécifiques sont plus des composantes culturelles de l'individu ou du groupe, des spécificités culturelles de la personne. Les préjugés s'imposent et le thérapeute dispose. C'est une phrase qui vient du Centre Minkowska à Paris, qui travaille vraiment autour des consultations transculturelles. Les préjugés permettent de construire, quand on est enfant, ils permettent d'appréhender le monde et de construire un petit peu notre représentation du monde. Donc c'est quelque chose de naturel, mais au bout d'un moment, il faut prendre conscience que nos préjugés sont effectivement erronés, et puis pour pouvoir les déconstruire et avoir plus accès à l'autre, et d'autant plus dans un contexte interculturel. Quand les représentations sont éloignées, les préjugés peuvent être davantage présents. Pour donner également un autre exemple, lorsque il y a un récit d'une histoire ou d'une situation d'un patient, quand on a un nouveau dossier, en général, il y a des trous. Mais notre esprit humain inconsciemment a besoin de combler ces trous, et l'imaginaire peut être florissant, et on peut combler, voilà, par des informations finalement qui seront erronées et qui risquent d'influencer notre manière d'être avec le patient. Et donc ça, c'est quelque chose à avoir en tête pour pouvoir justement prendre de la distance et éviter ce petit écueil. Dernière petite chose aussi, dont on n'a pas toujours conscience, c'est le racisme systémique. Dans notre société, c'est quelque chose d'interpersonnel, mais qui n'est pas intentionnel. Et je vous donne un exemple, tout simplement, la couleur chair des pansements, des attelles, du thermoformable peuvent rendre difficile parfois pour certaines personnes l'appropriation de ce matériel. On vous a proposé quelques petits préjugés, voilà, qui sont passés sur qu'est-ce qu'un bon patient. On entend beaucoup ça en cancérologie, le bon patient qui est souriant, qui se bat, qui adhère aux propositions de soignants. Voilà, qu'est-ce que doit être un bon patient? Aussi pour dire que il y a des préjugés sur certaines pathologies qui risquent de mettre à mal la rencontre. Et il y a aussi sur certaines catégorisations de patients, on va dire, on entend beaucoup sur la C2S ou sur les patients qui ont l'aide médicale d'État, en fait, le fait que ce soit des patients qui puissent être déresponsabilisés, consuméristes et qui n'honorent pas les rendez-vous et qui sont peu observants. Et donc après, les préjugés, les représentations et les attentes, il y a aussi celle du bénéficiaire. Parce que du coup, le bénéficiaire, il va aussi avoir sa représentation de qu'est-ce que c'est qu'un soignant, de qu'est-ce que le kiné, enfin, il va y avoir le kiné avec la représentation de qu'est-ce que c'est que la kinésithérapie. Il va pouvoir peut-être croire que ce n'est que du massage, ou croire que ce ne sont que de l'éducation thérapeutique ou que des exercices. Voilà. Donc lui, il arrive aussi avec toutes ces représentations et tous ces préjugés. Et une dernière chose très importante, on parlait par exemple des personnes en situation de précarité. C'est vrai que il vient aussi avec ses demandes et ses priorités. Et il faut aussi bien avoir en tête que la santé, en fait, ce n'est pas une priorité pour tous. Il y a des gens qui ont d'autres priorités que la santé. Dans tous les cas, la communication est essentielle. Tous ces éléments peuvent parfois justement effrayer certains thérapeutes, ou les mettre mal à l'aise, et ça s'entend totalement. Et je crois qu'il faut pas se dire que ce ne sont que des obstacles. Ce sont des choses à prendre en compte et qui finalement peuvent créer un espace de créativité quand la communication est établie avec le patient. Ensemble, on peut trouver des compromis, on peut trouver des points de rencontre, et cet espace de rencontre et de créativité, au final, s'avère très très riche. On vous a mis quelques ressources autour de l'interculturalité et du soin en interculturalité, voilà, que ce soit pour la formation, pour l'accompagnement, et aussi parfois, donc, on parle d'informer quand la langue n'est pas la même. On peut avoir besoin d'avoir un service d'interprétariat ou de traducteur. Et donc, il s'avère qu'il y a un service qui est proposé par la fédération des URPS du Centre Val-de-Loire, qui est proposé à tous les libéraux, enfin tous les soignants, je pense. On a trouvé ça en préparant ce webinaire. Donc voilà, on voulait vous partager l'information si vous ne l'aviez pas encore eu.
Ça peut être vraiment une aide et peut-être, rassurer, débloquer des situations et que tout le monde se sente un peu plus, enfin, que la communication soit facilitée entre les bénéficiaires, parfois son entourage et les soignants. Parce que avoir demandé à une personne de l'entourage de faire la traduction, c'est pas toujours si simple et encore moins quand c'est, un enfant où il peut y avoir des enjeux aussi, familiaux et de choses qu'on ne peut pas dire ou qu'on ne peut pas traduire. Merci beaucoup. C'est formidable. C'est le reflet de nos journées. Merci beaucoup. C'est chouette. Alors, on passe la parole à Dominique Beauchamp de l'association France Asso Santé. Je voudrais simplement remercier ces dames pour leur discussion qui est vraiment très intéressante et très enrichissante. Merci beaucoup. Donc, je vais parler effectivement des usagers et de la parole des usagers. Je vais vous expliquer un peu qui nous sommes. Donc, cela commence en 70 par la première charte des patients hospitalisés, mais surtout le grand moment, ça a été malheureusement l'épidémie du sida, qui a fait que l'association AIDE a pris je dirais, vraiment a voulu mettre le patient au cœur de la maladie et a demandé à ce que les patients participent au travail par rapport au sida. Il y a eu en 91 des conseils d'établissement qui ont, là, je vois que le petit ruban du sida est tombé dans les établissements, mais c'est pas grave. Hein. Donc sur les institutions sociales et médico-sociales en 91. Mais c'est par la suite qu'il va y avoir des choses intéressantes. Donc là, vous avez toutes les lois qui ont amené à la démocratie sanitaire. Donc, les ordonnances Juppé ont ouvert le bal, je dirais, en créant les commissions de conciliation. Puis enfin, cette loi Kouchner, hein, qui va donc vraiment intégrer le patient au cœur de sa santé. Et puis nous irons, la loi la plus importante ensuite, ça va être celle de Marisol Touraine en 2016, la loi de modernisation du système de santé, où là, il va y avoir la création de l'UNAS et de France Asso Santé. Donc, effectivement, la loi du 2 janvier et puis celle du 4 mars, même si on ne parle que de celle du 4 mars, il y avait quand même celle du 2 janvier qui va donc inclure petit à petit les usagers dans l'organisation de la santé. Et celle de 2016 va associer les représentants d'usagers à l'organisation des soins, ainsi qu'à la politique de qualité et de sécurité des soins au sein des établissements de santé uniquement. Hein. Donc, elle va créer l'UNAS, qui est l'Union nationale des associations agréées du système de santé, et l'URAS, qui est donc les UNAS en région. Donc, le réseau France Asso Santé, c'est donc une union nationale à Paris, l'UNAS, une seule personne morale, 90 associations agréées d'usagers du système de santé adhérentes, et on a 18 délégations régionales, comme notre délégation à nous, qui est donc France Asso Santé, Centre Val-de-Loire. Donc, une union régionale, qui est donc France Asso Santé, Centre Val-de-Loire, qui donc va avoir une assemblée régionale avec 52 associations agréées du système de santé. Hein. Ce sont que des associations agréées. Un comité régional et un bureau. Alors, un comité régional de 28 membres et un bureau de 6 à 8 membres. Donc, quel est je veux dire, les missions du représentant d'usager? On doit informer le public de tout ce qui touche la santé. Donc, on va pouvoir donc les aider avec une documentation très importante du grand public. Hein. Mais il y a également les journées thématiques, les journées grand public dans toutes les régions. Et puis surtout, ce qui s'appelle Santé Info Droit, qui est donc une information sur la loi pour les usagers. C'est-à-dire, il y aura toujours quelqu'un pour répondre aux questions des usagers. Alors, on va proposer, la deuxième mission, ça va être de proposer des représentants d'usagers dans les instances réglementaires. Donc, ce sont simplement les établissements sanitaires et donc les hôpitaux, les cliniques et les SMR. Donc, en 23, il y avait 15 000 représentants d'usagers dans toute la France. Et on a
en Centre-Val de Loire, 310 représentants d'usagers. Donc, France Asso Santé va avoir comme mission également d'assurer la formation des représentants des usagers. Donc, notre rôle en leur donnant de l'information, c'est de les aider à jouer un rôle actif dans les instances où ils sont représentants. Et notre France Asso Santé va donc, Centre Val de Loire, va animer un réseau des associations agréées au système régional, c'est ULURAS, mais aussi au national. Donc, il y a des missions complémentaires, mais là, on va passer très vite, voilà, qui sont donc des plaidoyers. On peut aussi agir en justice. On va organiser des débats. Donc, vous voyez qu'on on fait également des débats avec les REC. On est représentatif dans l'Europe, mais également dans tout l'international. Et on va susciter des observations et des actions de recherche. Donc, la place de l'usager, où va siéger le RU, le représentant d'usager? Il va siéger partout. Il va siéger au national dans le ministère, il va siéger dans le régional dans l'ARS, mais également dans les territoires, il va être dans les CPTS. Alors avant, il y a dans les territoriales, c'est dans les GHT, dans les ARS ou dans la CEPAM. Et dans le local, c'est dans tous les établissements de santé privés ou publics, également pour les professionnels de santé ou dans les autres structures sanitaires. Ce n'est que du sanitaire, même si moi j'essaye d'avoir des représentants d'usagers dans le médico-social et dans le social, mais ce n'est pas encore, le décret n'est pas encore vivant, je dirais. Les représentants d'usagers, je vous ai fait une slide là où vous avez, vous pourrez lire quand vous l'aurez, il est dans beaucoup de choses. L'objectif de RU, c'est de défendre les intérêts et les droits des usagers du système de santé. C'est d'exercer une mission de recueil des expressions et des attentes et des besoins des usagers, rendre des avis et des acteurs et aux groupements d'acteurs aussi bien publics que privés, et animer un réseau des associations agréées du système de santé. Donc, ces missions, c'est informer le grand public sur les questions juridiques et sociales concernant la santé, toujours, favoriser les mobilisations citoyennes par l'organisation des débats publics. Il y a tous les débats qui sont sur la fin de vie, par exemple. Proposer des représentants d'usagers pour favoriser la démocratie en santé, tous les établissements sanitaires, assurer la formation des représentants d'usagers et agir en justice lorsqu'il le faut. Donc, les droits individuels, je vous ai mis là les droits, le droit de la qualité, de la sécurité des soins, même si ce n'est pas le sujet aujourd'hui, le respect de la dignité de la personne, le secret professionnel et les droits individuels. Donc là, on est en plein dans ce qu'on parle depuis tout à l'heure, c'est-à-dire la réaffirmation des droits de la personne. Voilà, le droit d'être informé et de participer aux décisions, c'est-à-dire l'information sur son état de santé, sur les actes, les examens, les traitements envisagés, l'information sur les coûts et le niveau de la prise en charge, la liberté du choix du professionnel, du mode de prise en charge, le consentement aux soins, ou le refus de soins, naturellement, l'accès à son dossier médical et aussi le livret d'accueil, même si ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est aussi dans les droits de la Charte européenne, le droit de l'information. Il y a 14 droits du patient européen. Donc, vous retrouvez exactement les mêmes droits, droit à l'information, au consentement éclairé, à la liberté de choix. On est toujours dans la même chose. Donc, vous voyez, c'est tous les droits, c'est les mêmes droits que dans le droit français. Alors, le consentement aux soins et au refus de soins, puisque là, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, donc je vais quand même donner des choses un petit peu nouvelles. Donc, lorsqu'on fait le baromètre des droits des personnes malades, en 2023, parce que celui de 2024 vient juste de sortir. Donc, on montre que dans l'item refus ou interruption de traitement est connu par 87% des personnes interrogées. Par contre, son application n'est que de 78%. Donc, en fin de compte, ce consentement, il est moins appliqué que connu, mais il est connu. Pourquoi refus de soins? Refus de soins par manque d'information. Et ça, ce qui est important, c'est que lorsqu'on doit parler d'une information et donner une information à un malade, il faut utiliser un langage en rapport avec sa pathologie.
avoir une bonne posture face aux patients, ce que n'ont pas toujours les professionnels. C'est-à-dire, il faut être face au malade, le regarder, ce qui n'est pas toujours le cas. Il faut donner aussi du temps au malade, parce que le malade doit avoir le temps de réfléchir pour un petit peu voir tout ce qui existe comme différentes solutions. Le refus de soins aussi, c'est souvent, il existe parce qu'il exprime une angoisse, une peur de ce qui va arriver, de l'acte ou du traitement ou des conséquences. Peur de la douleur. Là, vous l'avez dit également, vous, au niveau des kinés, il y a quelquefois la peur chez le malade de la douleur. Donc, ce qu'il faut, lorsqu'il y a un refus, il faut accepter le refus comme ça. Il faut analyser avec le malade la cause de ce refus et pour essayer d'apporter une solution. Bon, parfois, il suffit de trouver un comportement adéquat ou alors les paroles également, les paroles adéquates. Quelquefois, un terme peut être bloquant. Le malade, à partir d'un certain terme, peut s'imaginer des choses. Quelqu'un qui peut vous aider à justement surmonter ce refus, c'est la personne de confiance. La personne de confiance, si elle est là, elle peut aider le malade à se décider en utilisant d'autres paroles, peut-être que celle du thérapeute. Et puis, bon, quelquefois, le malade peut refuser parce que, bon, voilà, il va avoir peur, il va refuser d'un seul coup, mais si on lui laisse le temps, il risque de changer d'avis après avoir réfléchi. Donc moi, je terminerai simplement en vous disant que le refus de soins est très difficile à accepter pour le soignant parce qu'on essaye de faire tout pour le malade. Mais c'est un droit du malade et c'est à nous de trouver les mots pour le convaincre parce qu'on doit y arriver. Voilà, je vous remercie. Je profite de ce temps avant que les questions arrivent pour remercier beaucoup les intervenantes. Et donc, il y a eu un petit point sur le service d'interprétariat proposé par la Fédération des UAPS. Et je voulais justement dire une ligne en plus. Donc, en effet, c'est en région Centre-Val de Loire, c'est quelque chose qui est proposé à tous les professionnels de santé libéraux. Et c'est quelque chose qui est pris en charge par la Fédération et par la RS Centre-Val de Loire et qui est totalement gratuit pour les professionnels de santé libéraux. Et donc c'est un interprète qui peut être au bout de la ligne en moins de 3 minutes et qui peut couvrir 162 langues différentes. Donc ça permet de pouvoir vraiment couvrir beaucoup de besoins avec nos patients non francophones. Et je vous remercie beaucoup pour ce webinaire. J'ai pas spécialement de questions, j'ai beaucoup appris aussi, mais j'ai pas spécialement de questions moi de mon côté. Donc je vais laisser la parole à Frédéric, qui en a peut-être d'autres, ou aux autres participants. Oui, merci Morgane. Alors en effet, n'hésitez pas. Est-ce que déjà entre intervenants, vous avez quelques questions entre vous et qui pourraient aider les différentes personnes qui écoutent à oser en poser d'autres? Et sinon, on en avait eu quelques-unes par écrit et si personne ne parle, je les poserai. Juste pour rebondir sur ce que disait Morgane, pour l'interprétariat, parfois la personne peut parler plus ou moins bien le français, mais la langue de l'émotion et les détails c'est porté par la langue maternelle. Et parfois, même si la personne peut quand même se débrouiller en français, pour certaines situations, ça peut vraiment valoir le coup de lui proposer, en tout cas, si elle en ressent le besoin, de faire appel effectivement à cet interprète qui pourra lui permettre d'exprimer plus facilement ou plus en détail ce qu'elle ressent ou ce dont elle a besoin. Très juste, oui. Moi, je voulais rebondir sur ce que disait Madame Beauchamp par rapport au fait que le refus, en effet, il peut être à un moment donné, puis donné après. Moi, j'ai une expérience d'un patient, j'étais en neurochirurgie à l'hôpital, et le patient, en fait, va à l'oncopole, et à l'oncopole, on lui dit en gros qu'on peut rien faire par rapport à son cancer et que du coup, son cancer va évoluer. Et c'est vrai que quand nous, on arrive avec la proposition de soins de kiné, bah, cette personne, elle nous rejette en nous disant, en fait, je vais mourir, donc qu'est-ce que je vais aller faire de la kiné avec vous? Et c'est vrai qu'on était en équipe, on était 2 ou 3. On avait vraiment pris ce temps de la discussion et on lui avait dit, écoutez, on reviendra vous voir demain, voilà, on vous laisse. On a échangé, on a parlé de l'autonomie, on a parlé du fait de rentrer chez soi, de ne pas rester à l'hôpital sur sa fin de vie, etc. Et de ce que nous, on pouvait apporter, de pouvoir remonter un escalier, parce qu'il y avait un escalier chez lui. Et en fait, le lendemain, quand on est revenu, il nous a vraiment acceptés et accueillis. Enfin, il y a vraiment eu cette relation qui a été recréée. Et c'est vrai que
cette information du coup de oui, on va pas nous en tant que kiné, on va pas vous soigner votre pathologie parce que on n'a pas cette compétence malheureusement. Mais on peut vous accompagner dans finalement cette fin de vie puisque l'oncopole avait décidé qu'il y aurait des soins palliatifs et pas un soin curatif. Et vraiment de pouvoir se dire, bah, on lâche pas en fait un premier refus. Enfin, vraiment, on prend le temps de l'analyser et d'y réfléchir. Et ça veut pas dire qu'il faut pas lâcher du tout. Parfois, il y a un refus de soins et il faut aussi l'accepter. Oui, tout à fait. C'est vrai que le refus de soins, il peut être, même dans des situations moins extrêmes qu'en fin de vie. Oui. Alors, quelqu'un d'autre? Alors, sinon, il y avait une question qui avait été posée par écrit. L'éthique et l'intelligence artificielle. Qui répond? Compliqué comme question, je pense. Mathilde. Bah, enfin, oui, c'est Trop vaste. difficile comme question, je trouve là enfin, je trouve que c'est un sujet à part entière pour le coup. Donc, je sais pas si on a trop le temps dans le cadre. En fait, il y avait plus d'informations que ça dans la question. C'était un peu Non, plus détaillé. c'était un thème, l'éthique et l'intelligence artificielle. D'accord. Sincèrement, moi, je saurais pas répondre ce soir. Ouais, non. Alors, j'avais d'autres questions. Qu'en est-il du consentement quand les troubles mnésiques ne permettent plus la communication? Attendez, les troubles mnésiques, ça n'empêche pas la communication, ce sont les troubles du langage qui empêchent la communication. Donc, les troubles mnésiques, pourquoi? Parce que la personne ne va pas pouvoir retenir ce qu'on lui dit. Alors, ça veut dire qu'effectivement, donc la personne est très engagée peut-être dans sa maladie et là, elle a besoin de la personne de confiance pour l'aider. Et puis peut-être si elle est très, très engagée dans la maladie, elle a besoin de la personne qui est responsable d'elle. Et peut-être que là encore, ça touche la notion de temporalité. Peut-être qu'il Voilà. y a des moments où, bah, en fait, le consentement sera là. On est dans une Mmh. temporalité de l'instant Mmh. et pas du tout de la projection. Donc, bah, peut-être qu'un jour, elle sera adhérente à la proposition de soins et peut-être que la semaine d'après, elle ne le sera pas, mais peut-être que la semaine suivante, à nouveau. Tout à Et fait. puis, Peut-être accepter cette différence de temporalité. Et je pense que quand il y a des troubles mnésiques ou cognitifs, hein, en tout cas quand il y a des troubles qui impactent sur la capacité d'exprimer une volonté, on va dire, orale ou en tout cas clairement définie, il y a aussi tout le champ émotionnel qui est là. Et en fait, euh, la personne, si elle est capable sur le moment, comme disait Marie, de clairement vous rejeter en fait et de dire non, je ne veux pas. Alors, c'est toujours la même, en fait, c'est Mmh. toujours entre l'abandon et la surpuissance. C'est comment on fait pour, dans ces cas-là, à la fois pas abandonner la personne en disant, bah, elle veut pas, j'arrête tout, et à la fois pas être dans la surpuissance, c'est-à-dire de forcer. Souvent, on est à tâtons, on essaie différentes Mmh. choses, différentes modalités, différents horaires. On voit si on a un collègue qui peut y aller, voir si ça passe mieux avec Voilà, l'autre collègue. exactement. En fait, il faut vraiment faire plein de propositions et essayer les propositions jusqu'à un moment donné se dire bah là il y a aucune proposition qui fonctionne donc peut-être qu'on va respecter ce refus et Il faut peut-être aussi y aller petit à petit. Vous commencez parce que j'ai une autre casquette aussi, je suis présidente de France Alzheimer. Donc moi mes patients effectivement sont des patients qui sont difficiles, hein, et donc quelquefois il faut vraiment, aller tout doucement, on va aller, simplement on va toucher le malade sur la main, puis après on va lui faire accepter plus ou moins des soins un petit peu plus, important. Par exemple, si c'est le kiné, hein, si c'est un soin de kiné. Donc, on va pas forcément, faire le soin le plus en entier. Vous voyez ce que je veux dire? Tout de suite. On va peut-être, enfin, je suppose que vous avez l'habitude de faire ce genre de choses Oui, pour des patients comme la pathologie dont je m'occupe. en fait, c'est là où il faut se dire, c'est pas ce que moi j'ai envie de faire aujourd'hui avec cette personne, Non, c'est ce qui non. se passe aujourd'hui. Enfin, bon, moi je C'est le vois comme ça, hein. ce que lui accepte et qu'est-ce qu'il peut faire? Parce qu'effectivement, ce jour-là et ben, il est peut-être, enfin pas mal luné, mais il s'est peut-être passé quelque chose qui a fait qu'il est, perturbé, désorienté, plus que d'habitude et que là, on peut pas faire, ce qu'on avait prévu. Voilà, tout à fait. et Un besoin de il faut réassurance. Voilà, exactement. il faut pas oublier également que ces personnes-là du coup contrairement à quelqu'un qui va se rendre au cabinet avec son ordonnance qui est dans une démarche
d'aller faire des soins. Là, c'est des personnes souvent où c'est le kiné qui vient à la demande, quand il y a une structure, de la structure ou bien de la famille. En fait, souvent, la demande, elle émane pas directement de la personne, Mm, elle émane de l'entourage. mm. Et en fait, c'est une démarche complètement différente du coup. C'est-à-dire qu'on est quand même intrusif dans le sens où la personne n'a rien demandé et on arrive pour lui faire des soins qu'elle n'a absolument pas demandé. Elle, à la base, sa demande, ça, elle vient pas d'elle. Donc, c'est vrai que c'est pas simple et c'est vraiment des propositions et de la patience. Oui, après, c'est vrai que dans notre profession, on a énormément maintenant ce type de patients, hein. Et comme vous dites très bien, des fois, ils sont emmenés par les dents, mais finalement, les dents préparent énormément. Et puis, quand le thérapeute est vraiment à l'écoute du patient, voilà, la question de communication ne se pose pas finalement. Tout roule. Enfin, je sais pas, voilà, je pense que c'est chacun, hein, mais alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Simplement pour revenir là-dessus, c'est vrai que des fois on trouve un autre moyen de communication. Moi, je me souviens d'un patient, on chantait pendant les séances, c'était son seul moyen de communiquer. Super. Tu chantais en faisant une chorégraphie, Marie-Paul? C'était un peu ça, ça lui donnait le rythme pour pouvoir faire des exercices de marche et tout ça. Mmh. Et je l'avais fait voir parce que c'était en EHPAD, je l'avais fait voir aux soignantes et elle l'utilisait après et elle trouvait que c'était beaucoup plus facile pour lui pour faire les transferts et tout ça. On lui avait même trouvé un petit poste de radio pour qu'il ait de la musique. C'est chouette, c'est des belles choses à entendre. Ouais. Alors, quelqu'un d'autre? En tout cas, c'est passionnant d'échanger. On échangerait bien, très longtemps. J'avais une autre question, donc c'est plutôt une autre thématique aussi. C'est par rapport à une réalité de notre région où on a une densité médicale et paramédicale qui est très faible, qui est la plus faible on va dire la meilleure en partant du bas. J'avais une question sur ce consentement-là justement. Je me suis déjà retrouvé avec des patients qui m'exprimaient notamment des ressentiments très forts envers leur médecin traitant, jusqu'à même l'insulter devant moi, mais me dire en même temps, bah non, mais c'est le seul qu'il y a dans le coin, donc je ne peux pas faire autrement. Et c'est vrai que par rapport à à ces phrases-là, par rapport à cette réalité-là, on se retrouve un peu démuni face à ce genre de réaction des patients. Donc j'aimerais bien avoir votre retour ou voir s'il y a des choses que l'on peut informer, dire par rapport à cela. Moi, il m'arrive de dire aux familles ou aux patients, lorsque vous n'êtes pas content de votre coiffeur, vous en changez. Et ben, c'est la même chose pour le médecin. Mais c'est sûr qu'il faut avoir la possibilité d'aller voir un autre médecin, d'en avoir un autre. Mais enfin bon, quand on est dans une ville, c'est possible. Mais c'est vrai que Je- on je- doit avoir confiance dans son médecin. Autrement, c'est pas la peine de se faire soigner, hein. Après, je travaille plutôt en campagne ou Oui. ou en territoire semi-rural où là vraiment il y a un gros déficit de médecins. Alors, il faut toujours demander pourquoi ils ne sont pas d'accord avec leur médecin. Peut-être Mhm. qu'effectivement, c'est parce que, il ne sait pas s'y prendre, il ne sait pas Mm. parler aux gens, et cetera. Bon, encore que je trouve que les jeunes médecins maintenant, savent beaucoup mieux parler aux patients que les anciens, hein, qui parlaient Mhm. dans leur barbe et la tête penchée. Donc, le pauvre en face, il comprenait rien, hein. Tandis que maintenant, quand même, et puis il ne faut pas oublier que, bah, les représentants d'usagers sont également des patients enseignants auprès des étudiants en médecine, des internes de troisième cycle, hein, puisque à Tours, c'est ce que l'on fait en expérimentation et donc on leur apprend à communiquer, avec le malade, de façon à ce qu'ils comprennent ce qu'ils veulent dire. Est-ce que du coup, un patient, parce que c'est vrai que pour moi, c'est vraiment une limite au consentement, c'est ce que j'exprime aussi tout à l'heure quand on dit un peu aux patients, si vous voulez pas faire ce que je vous dis, vous pouvez voir un autre kiné. C'est vrai dans un monde idéal où il y a des kinés et où il n'y a Non, mais pas. je le dis aux familles, mais pas aux patients, ça. Non, mais la question, c'est que justement, sur des patients comme ça qui ont une problématique avec leur médecin et où du coup, changer de médecin ou de thérapeute, hein, tout thérapeute confondu, ça peut être difficile. Est-ce que les envoyer justement vers les associations d'usagers, est-ce que vous pouvez Voilà. avoir un rôle par rapport à ça pour les accompagner, pour peut-être renouer le dialogue avec le thérapeute? Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous faites. Oui, dans nos associations, enfin donc moi l'association France Alzheimer, hein, donc en Touraine, enfin en Indre-et-Loire, je reçois souvent ce genre de personnes, hein, qui veulent rompre avec le médical et donc tout doucement, à force
de conversation, de parole. Il faut beaucoup de patience dans, dans notre métier de bénévole pour justement les convaincre. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est un peu notre rôle aussi. Là, je suis plus dans les usagers, je suis plutôt dans le bénévole aidant dans une association de famille. Mais c'est vrai que les associations, ça fait moins peur que le cabinet d'un médecin. Donc, on sert beaucoup. Moi, je suis une ancienne de Bretonneau, donc ça me. Souvent, une fois qu'ils ont eu le diagnostic, ils viennent dans l'association où on leur explique la maladie d'une autre façon. Parce que on prend notre temps, on n'est pas à l'hôpital, on est ailleurs, on n'a pas de blouse blanche, etc. Et c'est ça ce qui est. C'est mieux pour le malade. Et peut-être que ça peut valoir le coup de discuter avec le patient et de voir qui dans son entourage pourrait servir de médiateur Voilà, pour essayer exactement. de renouer le dialogue, parce que souvent c'est un problème de communication. Voilà, voilà. Et puis c'est rare que ça reste, mais c'est vrai que, bon, surtout nos malades, nous qui sont la plupart du temps anosognosiques, donc ils ne voient pas pourquoi on veut les soigner alors qu'ils ne sont pas malades. C'est pas toujours simple pour les familles. Moi, quand je vois qu'il y a des soucis de communication entre les médecins, les patients, etc., j'essaye de voir avec la coordinatrice en santé Oui. de la CPTS, Mmh. qui essaye d'arrondir les angles ou de trouver une solution pour que ça se passe le mieux possible. Ben oui, oui. Très bien, eh ben, c'est formidable. Merci à tous. Eh ben, écoutez, un grand merci à vous quatre. Merci à tous nos collègues kinés qui ont écouté ce soir. Regardez bien les réseaux sociaux, notre site URPS ainsi que Facebook, Instagram et LinkedIn pour voir le prochain webinaire. Et puis, n'oubliez pas d'en parler autour de vous, parce que c'est des thèmes quand même très intéressants et des fois, c'est un petit peu décevant d'avoir que 17 participants sur la région, mais c'est pas grave, on a passé un très bon moment. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Au revoir, merci Au beaucoup. revoir. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à vous, au revoir. Au revoir.